Je ne connais aucune nouvelle pensée particulièrement intéressante. Noam Chomsky. Il a été linguiste, philosophe, politologue et militant américain d'origine juive. Il est professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology. Je ne connais aucune nouvelle pensée particulièrement intéressante. Quel lien y a-t-il entre votre production académique et intellectuelle dans le domaine de la linguistique et vos opinions politiques? Les connexions peuvent être de plusieurs types. Historique, il n'y en a pas. Mes opinions politiques prenaient déjà forme bien avant que j'entende parler de linguistique, et ce que j'ai étudié plus tard à l'université était une sorte de technologie descriptive avec, à mon avis, peu d'implications plus larges. Dans les différents mouvements structuralistes, il y a eu de fréquentes tentatives d'élargissement de ces idées, mais le résultat de tout cela est, je pense, très faible et peu convaincant. En tout cas, cela n'a eu aucune influence sur moi. En ce qui concerne les connexions logiques, il n'y en a pas non plus, à ma connaissance. Il existe cependant des liens plus ténus et abstraits qui remontent aux Lumières, lorsque des penseurs comme Rousseau et Humboldt ont tenté de lier les questions de liberté et les racines de la connaissance, de l'action et de la compréhension humaine, notamment en rapport avec le langage. J'ai déjà écrit sur ces idées intéressantes et suggestives. D'une manière générale, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre position sur des questions politiques, que nous soyons révolutionnaires, réformistes, partisans du statu quo ou simplement apathiques, adoptant dans ce dernier cas une position politique selon laquelle le sort des êtres humains ne nous regarde pas. Chacune de ces positions repose sur des croyances, peut-être seulement tacites, sur les conséquences humaines de la position adoptée et sur son importance. Une personne sérieuse et rationnelle essaiera, dans la mesure du possible, de fonder ses croyances sur les faits. Nous en savons trop peu sur les humains pour pouvoir le faire avec un quelconque degré de confiance, mais nous pouvons au moins essayer. Nous pouvons essayer de développer nos croyances d'une manière qui leur permette d'être soumises à la réflexion, à l'analyse, à la critique et au questionnement. En fin de compte, ces croyances sur la nature humaine et la manière dont elles se manifestent, peut être endommagées ou déformées, dans des institutions et des circonstances sociales spécifiques. Les attitudes libertaires seront, et ont été historiquement, basées sur la croyance qu'une sorte d'instinct de liberté est essentiel dans la nature humaine, un désir d'être libre, de toute autorité externe arbitraire, de pouvoir exercer ses propres capacités à demander, créer, comprendre, jouer, etc., par libre choix et en libre association avec les autres. Le monde est un nouveau complexe et ces instincts, s'ils sont réels, n'épuisent pas l'espace d'action sociale, morale et responsable qu'exigent toutes sortes de compromis et d'adaptations. Mais ceux qui sont sérieux dans leur critique de l'autorité et de la hiérarchie doivent supposer qu'un tel ensemble de besoins et de droits est au cœur de la nature humaine. Nous savons peu de choses sur ces questions et, par conséquent, nous dépendons en grande partie de l'intuition, de l'expérience et des espoirs. Mais sur le plan cognitif, nous savons quelque chose, et ce que nous savons nous dit que les aspects les plus distinctifs de l'intelligence humaine, en particulier la capacité de parler, sont enracinés dans certains mécanismes remarquables, uniques aux humains, que nous connaissons, qui fournissent les moyens de ce qu'on a parfois appelé l'aspect créatif de l'usage du langage, l'usage normal du langage pour exprimer sa pensée d'une manière illimitée en largeur, gratuite en apparence mais cohérente et appropriée, ainsi qu'évocatrice chez l'auditeur de pensées qui auraient pu s'exprimer de la même manière. Pour les cartésiens, ces propriétés étaient la preuve la plus claire qu'une autre créature a un esprit comme le nôtre. Nous sommes loin de bien les comprendre, mais au moins nous en savons quelque chose. Et il est possible qu'une meilleure compréhension conduise à des liens vers d'autres aspects de l'action libre et créative et leurs racines dans la nature humaine, peut-être même vers les rudiments d'une théorie sociale libertaire basée sur une compréhension réelle de la nature humaine. Ces perspectives sont lointaines, mais certains des problèmes semblent se profiler à l'horizon, et il existe des idées passionnantes sur la manière dont cela pourrait se dérouler. Si cette voie peut être suivie de manière productive, il pourrait être possible d'élaborer certains liens entre langage et liberté, peut-être du genre de ceux qui ont donné lieu à d'intéressantes spéculations depuis au moins les Lumières. Je voudrais souligner à nouveau que toute position politique, et nous ne pouvons pas éviter d'adopter de telles positions, est basée, à tout le moins, sur des hypothèses tacites sur la nature humaine. Nous devons être aussi clairs que possible sur la question, ne serait-ce que pour que d'autres puissent bien interpréter notre position. Ce que je viens de noter brièvement fait partie de ces points de vue qui doivent être développés et valorisés avec d'autres. Ceux qui croient ne pas adopter certains de ces points de vue se font des illusions.
Quelles sont les perspectives générales de l'anarchisme après la fin des régimes post-staliniens en Europe de l'Est? Les perspectives se sont beaucoup améliorées, comme elles se sont améliorées après l'effondrement du fascisme. La chute de tout système de tyrannie et de domination améliore les perspectives de liberté. Cependant, nous devons reconnaître que les forces dominantes de la société mondiale ne cherchent pas à élargir le champ de la liberté. Son objectif est plutôt, et ce depuis 70 ans, de redonner à l'Europe de l'Est son rôle traditionnel de service, une sorte de « latino-américanisation » de la région. C'est exactement ce à quoi nous assistons, et aussi ce qui a été prédit. L'ancienne nomenclatura se met allègrement en position d'assumer le rôle des élites du tiers-monde, qui s'enrichissent en s'associant à des maîtres étrangers tandis que la population sombre dans la souffrance et la misère. Les perspectives de liberté peuvent exister, mais elles ne viendront pas sans combat, en Europe de l'Est ou ailleurs. La société américaine est une société inhabituelle à bien des égards. Profiter de privilèges uniques. Après l'extermination ou le déplacement de la population indigène, les colons qui sont arrivés ont pu disposer d'énormes richesses. Les États-Unis restent le pays le plus riche du monde, avec des atouts incomparables. Le fait qu'ils se classent loin derrière les sociétés industrielles dans les indices de bien-être social n'est qu'un des nombreux signes des conséquences humaines catastrophiques du capitalisme. Dans les sociétés riches, il n'y a pas de véritable système capitaliste parce que les propriétaires et les gestionnaires demandent à être protégés de ces ravages, mais ces éléments peuvent être trouvés à des degrés divers. Les États-Unis se situent à l'extrémité capitaliste du spectre capitaliste d'État, et les coûts sociaux sont évidents. S'il s'agit, à bien des égards, de la société la plus libre du monde, elle est également exceptionnelle pour le pouvoir et la domination incontestée des classes patronales, qui ont toujours eu une conscience de classe élevée et ont su qu'elles devaient mener une guerre continue et acharnée. Des classes pour empêcher la population en général de faire usage des libertés conquises. La classe intellectuelle, comme on pouvait s'y attendre, sert largement ses intérêts, de sorte que le spectre de l'idéologie articulée penche assez nettement vers la droite. C'est le cas, en particulier, de la pensée libertaire. Aux États-Unis, contrairement au reste du monde, les libertaires, libéraux, sont les partisans du capitalisme pur, allant des friedmanistes qui croient que c'est le travail du gouvernement de répondre aux besoins des riches, bien sûr, ils disent d'autres formes, aux libertaires, les plus extrémistes qui s'opposent aux routes, aux écoles et à toute action sociale qui viole la liberté de s'enrichir. Je souligne à nouveau que les propriétaires et les gestionnaires de la société ne toléreraient jamais un seul instant les formes capitalistes et qu'ils ont toujours eu recours à la force de l'État pour se protéger, réguler les marchés indisciplinés, garantir une subvention publique et un marché soutenu par l'État pour les excès de production et augmenter de bien d'autres manières leurs richesses et leurs privilèges. Mais les idéologies libertaires n'en sont pas moins utiles. La doctrine anarcho-capitaliste peut être utilisée comme une arme contre les dépenses sociales qui pourraient profiter à l'ensemble de la population, bien qu'elle soit rapidement balayée lorsqu'il s'agit de subventionner l'industrie de haute technologie par le biais du système du Pentagone, écrasant l'indépendance du tiers-monde afin que la main-d'œuvre et les ressources sont disponibles pour les besoins des investisseurs fortunés, etc. De la même manière, les sociétés riches du monde imposent au Sud les doctrines de l'intégrisme du FMI, qu'elles-mêmes ont toujours rejetées et continuent de rejeter, c'est pourquoi elles sont riches et prospères. Quant à ma relation avec les libertaires américains, elle est complexe. J'ai beaucoup de bons amis dans ces groupes et il y a une gamme commune de croyances, de convictions et de principes moraux, je ne parle pas des purs cyniques, qui utilisent ces idées comme d'un bélier contre les autres, mais des gens qui les prennent au sérieux, dans le mauvais sens selon moi. Plus précisément, nous avons tendance à être d'accord sur la violence d'État. Pendant quelques années, les seuls journaux que j'ai pu publier en Amérique étaient les libertaires de droite. Cependant, nous sommes en désaccord sur des questions plus fondamentales et souvent sur des questions politiques. Le libertarianisme de droite et le capitalisme libre-échangiste à la mode en général, à mon avis, sont une perversion grossière de la pensée libérale classique, dépouillée de son contenu intellectuel et moral essentiel et souvent complètement déformé. C'est le destin d'Adam Smith dans la théorie doctrinale système, c'est un bon exemple. Le libéralisme classique était fondé sur les doctrines de la liberté humaine auxquelles j'ai fait allusion plus tôt. Il s'opposait à l'arbitraire et à la coercition représentée, à cette époque, par l'État absolutiste, le système féodal, l'autorité religieuse, les empires mercantiles soutenus par l'État, etc.
Plus tard, de nouvelles formes de pouvoir centralisé ont émergé, en particulier le système industriel financier corporatif, un ensemble d'institutions dont la structure interne est complètement totalitaire, dans laquelle les ordres fonctionnent du haut vers le bas et laissent aux individus le choix de louer au maître ou au maître. Affamés. De plus, ces institutions ont accumulé une masse sans précédent qui leur a permis de saper les institutions démocratiques, d'isoler et de marginaliser la population, de contrôler le système idéologique et de l'utiliser à leurs fins, etc. Nous sommes maintenant confrontés à une nouvelle étape du processus, alors qu'un gouvernement mondial de facto prend forme reflétant les intérêts des sociétés transnationales et des institutions financières qui dominent l'économie mondiale, un gouvernement au-delà de l'influence et de la conscience même du grand public. Certes, il y a toujours eu des contre-tendances. Mais ce que je dis, c'est que si nous appliquons la pensée de base du libéralisme classique à l'ère moderne, nous nous retrouverons fortement confrontés à ces nouveaux systèmes de pouvoir et de domination et nous essaierons de les surmonter et de les dissoudre pour étendre le domaine de la liberté. Les héritiers du libéralisme classique sont, à mon avis, les socialistes libertaires. En cela, il est évident, je suis radicalement en désaccord avec le libertarianisme capitaliste américain, qui, s'il se réalisait, donnerait lieu à un système de tyrannie, d'oppression, de misère et de haine mutuelle au-delà de tout ce qui est concevable. Heureusement, il n'y a aucune chance que de telles doctrines se concrétisent, car les maîtres ne le permettraient jamais, pour des raisons expliquées il y a des années par Karl Polanyi et d'autres. Quels sont aujourd'hui, dans la situation politico-économique actuelle, les principaux axes sociaux et idéologiques de résistance ? Avec l'accélération qui s'est produite au cours des 20 dernières années dans la mondialisation de l'économie, il devient de plus en plus possible pour les entreprises industrielles de déplacer la production vers des zones de forte répression et de bas salaires et de recourir à l'application la plus sélective de la doctrine néolibérale pour détruire les valeurs communautaires, les normes environnementales et la vie humaine en général. Une conséquence est que les sociétés industrielles, elles-mêmes commencent à adopter certains aspects du tiers-monde, évoluant vers le modèle dual du tiers-monde, avec des îles d'extrême richesse et de privilèges dans une mer de la misère et le désespoir. Nous pouvons voir ces processus aux États-Unis, à bien des égards la société industrielle la plus avancée avec les classes d'affaires les plus sophistiquées. L'Europe, à mon avis, n'est pas en reste. Une grande partie de la population va devenir superflue en termes de production de richesse, et il en faudra beaucoup moins qu'avant en termes de marché. La production peut être réalisée par les pauvres surexploités, et le marché sera composé des secteurs riches des sociétés internationales, de petits groupes dans le tiers-monde, au lieu des grands secteurs des sociétés les plus riches. Il ne fait aucun doute qu'il faut résister à ces tendances. Cela signifie, tout d'abord, des efforts pour inverser la remarquable détérioration des formes démocratiques dans les sociétés industrielles, où de larges pans de la population sont de plus en plus marginalisés et éloignés de la participation active à l'influence des affaires publiques, et même de votre savoir. Au cours des 30 dernières années en particulier, il y a eu une augmentation considérable du niveau culturel et moral de la population en général, en particulier aux États-Unis, avec une préoccupation beaucoup plus grande pour l'oppression raciste et sexiste, les droits des générations futures, et la question écologique en général, plus de respect des autres cultures, opposition à la violence d'État, autant d'éléments devenus si forts que le gouvernement américain n'a plus le recours à l'intervention classique, et le sait très bien. Cependant, ces événements ont peu de forme institutionnelle. Ils doivent devenir plus que des pensées dans la tête de personnes isolées, ou les préoccupations d'organisations de base très locales et très répandues. Le potentiel existe pour des mouvements sociaux larges et efficaces engagés pour la paix, la justice et la vérité. Mais réaliser ce potentiel ne sera pas une tâche facile. Quelle est votre conception du pouvoir ? Trouvez-vous le travail de Foucault sur ce sujet intéressant ? Je crains de ne pas être trop impressionné par presque tout ce qui se produit dans le domaine de la théorie sociale. Le peu qui est donné dans ces matières semble extrêmement simple. Je reconnais que les intellectuels ont besoin de carrières et doivent donc refondre des pensées simples dans une terminologie obscure et difficile. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose derrière tout ce discours complexe. Désolé d'avoir l'air dur. Peut-être que ce n'est pas juste. Mais c'est mon sentiment. Quant à la puissance, je n'ai rien à dire au-delà de l'évidence. Dans diverses structures et institutions sociales, certains sont en mesure d'influencer et de contraindre, d'autres sont soumis à leurs décisions et choix, à des degrés divers. Ce sont des relations de pouvoir.
Ils prennent plusieurs formes, ils ont rarement une justification, bien que parfois ils le puissent. J'exerce un pouvoir si j'empêche ma petite fille de 3 ans de traverser la rue, mais cet exercice peut être justifié. Dans la plupart des cas, ce n'est pas possible, à mon avis. Je ne prétends pas que ces observations soient profondes, en réalité, ils sont triviaux. Il faut beaucoup de recherches et d'études pour appliquer des idées simples à des situations complexes du monde réel. Une partie de l'œuvre de Foucault, une fois dégagée de l'obscurantisme de sa présentation, me paraît intéressante et éclairante en ce sens. Beaucoup plus, je dois dire, que beaucoup de ce qui est sorti de la curieuse culture de Paris dans les années d'après-guerre. Quelles sont les nouvelles idées contemporaines qui ont une plus grande valeur émancipatrice? Je ne connais pas de nouvelles pensées particulièrement intéressantes. Peut-être pourrais-je être qualifié de conservateur, l'un des rares peut-être dans le monde contemporain. Je pense que les idéaux des Lumières étaient souvent valables. Bien sûr, ils n'ont pas été créés de novo, mais ils ont une histoire riche et importante. Ils peuvent être, et ont été dans une certaine mesure, affinés et améliorés, et doivent être adaptés à des conditions et des circonstances entièrement nouvelles. L'ère moderne est marquée par beaucoup de pontification, de carriérisme, d'obfuscation polysyllabique intéressée, etc., reflétant les opportunités offertes aux intellectuels de l'époque contemporaine et les besoins sociaux qu'ils peuvent satisfaire au service du pouvoir. Mais s'il y a des idées nouvelles et surprenantes, je les ai ratées. Comment envisagez-vous les nouveaux paradigmes qui émergent en épistémologie, l'antifondationalisme de Rorty, etc., et les théories systémiques, complexité des systèmes auto-organisateurs? Prigogine, Atlan, von Forster, en somme. Vous sont-ils utiles dans votre travail et votre réflexion politique? En un mot, pas grand-chose. Ce ne sont pas de nouveaux paradigmes. L'antifondationalisme a pris racine au XVe siècle, en réponse à la crise sceptique de l'époque. La question est bien discutée chez l'un des plus éminents historiens contemporains des idées, Richard Popkin, qui observe que le scepticisme constructif de Mersenne et Gassendi reconnaissait qu'il n'y a pas de base solide pour la connaissance, mais nous avons néanmoins des règles pour évaluer la fiabilité et l'applicabilité de ce que nous avons découvert sur le monde, en substance la position de la science post-newtonienne. Kant a précisé le point de vue, et c'est un lieu commun de la pensée moderne. Je ne veux pas suggérer que Rorty et d'autres n'ont rien de nouveau à dire sur ces questions, parfois ils le font, mais il y a ici de nouveaux paradigmes. En ce qui concerne la théorie des systèmes, les diverses contributions à celle-ci doivent être jugées selon leurs propres mérites. Dans certains domaines, il peut y avoir des mérites, mais il n'y a pas de contribution générale majeure à ma connaissance. L'étude de la complexité est intéressante, j'ai suivi ce travail dans une certaine mesure, y compris des recherches doctorales au MI, et je pense qu'il ouvre de nouvelles portes. L'étude des systèmes auto-organisateurs présente également un certain intérêt. Mais, à mon avis, la croyance qu'il s'agit de nouveaux paradigmes avec une portée plus large est tout simplement fausse. Il existe des dizaines de nouveaux développements similaires, dont beaucoup sont plus intéressants que ceux-là, du moins pour moi. Les nouvelles idées ne viennent pas facilement. En dehors des sciences, elles sont en effet rares et celles qui se développent au sein des sciences naturelles et formelles ont très rarement des implications au-delà de leur propre formulation. Ils valent la peine d'être compris, tout comme la bonne musique vaut la peine d'être écoutée. Mais ils ne sont pas susceptibles de nous aider à acquérir une compréhension approfondie des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos vies personnelles et sociales, les vrais problèmes de l'existence humaine. Les intellectuels ont naturellement intérêt à affirmer le contraire, mais il faut bien faire la distinction entre la mode intellectuelle et le contenu intellectuel, deux choses bien différentes. La guerre civile espagnole, les collectivisations. Vous avez eu une rude confrontation avec Gabriel Jackson, est-ce d'actualité aujourd'hui? Pourquoi ces sentiments forts sur le sujet à l'époque? Mon intérêt pour la Révolution espagnole, qui était un élément de la guerre civile, remonte à 50 ans. Dès que j'ai été assez grand pour voyager seul, j'ai passé de nombreuses heures dans les lieux de rencontres anarchistes et les librairies d'occasion de New York avec certains des documents et matériaux politiques les plus intéressants, et, bien souvent, une vie intellectuelle très active. J'ai réussi à rassembler une bonne quantité de documentation qui n'a été publiée que dans les années 1970. La Révolution populaire qui a balayé une grande partie de l'Espagne a été un moment extrêmement important de l'histoire moderne.
En tant que mouvement populaire de masse, il avait de nombreux défauts, mais il a également atteint des niveaux de réussite libertaire qui n'ont pas encore été égalés, c'est pourquoi il est rapidement devenu la cible de la coalition des communistes, des fascistes et des démocraties occidentales qui ne pouvaient pas le tolérer. Et l'a étouffé. Pour ensuite traiter la question secondaire de savoir qui restera avec le butin, la guerre civile elle-même. Je n'ai eu l'occasion d'écrire sur ce sujet qu'à la fin des années 1960, dans le contexte des mouvements populaires grandissants de l'époque, qui avaient une composante libertaire, mais étaient complètement coupés de l'histoire, pas surprenant, puisque l'histoire avait été en grande partie cachée et, à cette époque, était pratiquement inconnue. Les réalisations des ouvriers et des paysans d'Espagne étaient alors importantes, comme elles le sont maintenant. C'est pourquoi j'ai écrit à leur sujet. Soit dit en passant, il est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 25 ans d'écrire sur ces questions. Beaucoup de documentation inédite a été publiée et il existe une assez bonne littérature spécialisée, quasi inexistante à l'époque. Il n'est pas tout à fait exact de dire que j'ai eu une rencontre difficile avec Gabriel Jackson. J'ai choisi votre livre pour la discussion parce que j'ai trouvé que c'était l'étude la plus réfléchie, la plus sensible, la plus perspicace et la plus informée de la journée. Je me suis donc consacré à voir comment il avait traité les événements de la fin des années 1930. Il m'a semblé, et j'ai essayé de montrer, qu'il abordait ces événements d'une position très contraire aux révolutions populaires, qu'il adoptait ce qui était alors l'attitude communiste libérale normale envers la révolution espagnole. J'ai essayé de montrer que des préjugés cachés conduisaient à une déformation considérable des faits. C'était un exemple modèle dans une enquête plus large sur les préjugés cachés et tacites de l'érudition libérale, qui avait tort dans ses poursuites particulières d'objectivité. Je ne reproche pas au livre d'abriter des préjugés, mais d'abriter des préjugés non reconnus. Chacun a son point de vue, et vous devriez essayer de le rendre aussi clair que possible. D'autres jugeront à quel point mon argument était convaincant. Mais les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la Révolution espagnole sont exactement les mêmes raisons qui ont stimulé mon intérêt 30 ans plus tôt, et qui le sont encore aujourd'hui. Il y a beaucoup à apprendre de ces luttes, comme George Orwell, entre autres, l'a dit avec éloquence à l'époque. Terminé. Je ne connais aucune nouvelle pensée particulièrement intéressante. Noam Chomsky.